Bonjour à ceux qui se joignent à nous. On va commencer à 13 heures pile dans 2 minutes et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. On va commencer dans 1 minute. On laisse le temps aux personnes d'arriver dans le webinaire. Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie et c'est moi aujourd'hui qui vais introduire et modérer ce webinaire sur l'évaluation du potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Stéphane Gagnon, spécialiste en grands bâtiments et valorisation de rejets thermiques au MERN, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Michael Kumert, professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal et Bruno Marcotte, professionnel de recherche à Polytechnique Montréal. C'est Bruno qui va faire l'essentiel de la présentation. Stéphane Gagnon va présenter quelques diapositives. Et pour la période de questions qui va suivre la présentation principale, qui va durer entre 30 et 40 minutes, eh bien, nous aurons nos 3 panélistes qui vont répondre aux questions et je vais avoir le plaisir de modérer les questions. Je vous encourage à poser vos questions dans la section questions et réponses. En bas de votre écran, vous avez l'icône avec des petites bulles, il y a des phylactères sur lesquels vous pouvez cliquer. Posez vos questions, nous les recevons. Vous pouvez aussi aller dans le chat, mais on va prioriser les questions qui sont posées dans la section questions et réponses. Donc, Bruno et Stéphane, je vous laisse la parole pour les 40 prochaines minutes et je reviendrai tout à l'heure pour la période de questions. Merci à vous. Donc, Bruno, on peut passer à la première oui, diapo. tout à fait. Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est pour parler de valorisation de rejets thermiques, un sujet qui me passionne. Donc, c'est quoi la valorisation de rejets thermiques? C'est en droite ligne avec l'économie circulaire. Donc, selon le principe de l'économie circulaire, on va valoriser un rejet, soit la chaleur, afin de réduire les besoins en ressources, dans le cas présent, combustible ou électricité. On connaît plus la valorisation de rejets thermiques internes, soit par exemple le siège social de la RAMQ qui est chauffé par un centre de traitement de données qui est situé sur place. Mais on vise maintenant à faire des projets de valorisation de rejets thermiques externes. Donc, on va capter des rejets thermiques d'un site pour alimenter en chaleur un autre site ou d'autres sites. C'est le cas, par exemple, du projet de l'incinérateur de la Ville de Québec et aussi du projet de Serre Tundra à Saint-Félicien. Merci. Dans le but de faire lever des projets de valorisation de rejets thermiques, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a lancé un appel à proposition de 275 millions pour des projets de valorisation de rejets thermiques. Donc, le premier projet qui a reçu du financement est celui de valorisation des rejets de vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec par l'hôpital L'Enfant Jésus, pour lequel la Ville de Québec a reçu 31 millions de dollars, soit 73 des coûts admissibles. Je profite de l'occasion pour vous inviter à la semaine prochaine, c'est le Québec Mine et Énergie, le grand événement là, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il va y avoir une demi-journée le 25 novembre à l'avant-midi sur la valorisation de rejets thermiques. On va présenter, des experts vont présenter des études de cas super intéressantes, là, réelles. Donc, le réseau de chaleur comme levier de développement, le cas de la ville de Saint-Félicien, la valorisation de chaleur des eaux grises, la récupération d'énergie thermique, un nouveau paradigme du traitement informatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Q-Scale, ça va être spectaculaire.
Zibi, un écoquartier à faible émission de carbone, un concept innovant de climatisation et de chauffage urbain. Et finalement, la valorisation de vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec sur le site de l'hôpital d'Enfants-Jésus. Pour mieux connaître et puis déterminer l'ampleur du potentiel de valorisation de rejets thermiques, le ministère a demandé à un groupe de chercheurs de faire une étude sur le sujet. Et puis, donc, le rapport d'étude nous a été remis. Il est maintenant sur notre site à l'adresse qui est là. Les chercheurs ont aussi produit une carte qui permet de géolocaliser les rejets thermiques et les besoins thermiques, donc pour pouvoir faire des matchs. Et cette carte-là va bientôt être disponible sur notre site Internet. Et finalement, on vise à un registre obligatoire des rejets thermiques importants, soit à l'horizon d'ici fin 30 ou le plus tôt possible à long bout. Donc, on vise à remplacer donc les données calculées par les chercheurs par des données réelles fournies par les grands émetteurs de rejets thermiques. Sans plus attendre, je vais vous laisser Bruno vous présenter les résultats de l'étude et on se revoit à la fin pour les questions. À toi, Bruno. Donc, merci beaucoup, Stéphane. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau sonore. J'ai eu quelques problèmes avec mon micro, donc on se croise les doigts. Donc, la première, pour essayer de déterminer le potentiel de valorisation des rejets thermiques au Québec, la première question que notre équipe s'est posée, c'était combien d'énergie pourrait-on récupérer en valorisant les rejets thermiques au Québec? Puis le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'essayer de faire un bilan thermique sur le territoire québécois en utilisant ce diagramme de Sankey qui est présenté dans l'état de l'énergie, le dernier état de l'énergie de Whitmore et Pinault. Donc ici, à votre gauche, vous avez l'énergie produite au Québec sous ses différentes formes et aussi l'énergie qui a été importée. Donc, toute cette énergie-là, une fois qu'elle passe à l'intérieur du système québécois, est consommée. Puis, il y a aussi une certaine partie qui est exportée à l'extérieur. L'énergie qui a été consommée, elle a été ensuite divisée en deux catégories, qui est les pertes énergétiques, mais aussi l'énergie utile. Puis le premier réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait de regarder au niveau des pertes énergétiques, étant donné qu'on sait que les pertes énergétiques d'un système sont des pertes de chaleur. Et donc, en regardant ce bilan-là, on pourrait annoncer que potentiellement, on aurait 1121 pétajoules par année qui seraient valorisables au Québec, puisque c'est de la chaleur. Mais le problème, c'est que si on fait seulement regarder au niveau des pertes énergétiques, on oublie les principes de la thermodynamique qui dit qu'à la fin de son cycle, entre guillemets, une fois que l'énergie a été consommée, cette énergie-là va se transformer en chaleur. Donc, il y aurait les pertes énergétiques, mais aussi l'énergie utile qui se transforme en chaleur. Et l'idée là-dedans, c'est que, étant donné que ces deux catégories-là sont finalement de la chaleur et seraient potentiellement valorisables, ben on n'est pas plus avancé qu'au début, dans le sens qu'on se retrouve avec 100% de l'énergie qui a été consommée initialement et de la chaleur qui serait potentiellement valorisable. Donc, on se retrouve avec la même question. Puis, donc, on a toujours la même question de savoir combien de pétajoules seraient potentiellement valorisables. Et donc, ce qu'on cherche, c'est de savoir quelle proportion de cette énergie-là, qui est la chaleur, serait nécessairement valorisable. Donc, on parle de qualité, mais aussi de quantité de chaleur. Une des questions qu'on se pose aussi, c'est, comme Stéphane l'a présenté tantôt, bien, où est-ce que sur le territoire québécois, ces rejets de chaleur-là se retrouvent? Et le but ici, c'est d'essayer de mettre un point sur une carte du Québec pour dire exactement à tel endroit on a tel type de rejet thermique en telle quantité. Quand on essaie de faire un bilan thermique sur le territoire québécois, on se rend compte que c'est dur de mettre un point directement sur la carte pour dire qu'il y a un rejet thermique ici. Et donc, l'équipe de recherche a utilisé une approche par établissement, où est-ce qu'on vient à l'intérieur du système même
où est-ce qu'on peut aller chercher, on a certaines informations sur comment l'énergie est consommée et comment que, les rejets thermiques sont émis. Et puis, donc, ça nous permettrait d'aller chercher l'information qui nous manque en termes de proportion de cette énergie-là ici, qui serait potentiellement valorisable. Donc, notre équipe, qui a été mandatée et financée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, est composée de chercheurs de Polytechnique Montréal, de l'Université de Montréal, d'ingénieurs du CTTI, qui est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, ainsi que des chercheurs du CIREG, qui est le Centre international de référence sur le cycle de vie de produits, procédés et services. Donc, un peu plus en détail au niveau du plan de la présentation. En premier lieu, je vais vous présenter les buts et objectifs du projet. Ensuite, on va s'attarder aux rejets thermiques et aux besoins thermiques. Finalement, on va regarder au niveau du potentiel de valorisation qui est un croisement entre les rejets et les besoins thermiques, dépendamment de comment on interprète le potentiel de valorisation, mais ça, on va voir ça un peu plus loin. Je vais aussi vous présenter très rapidement un aperçu assez global de ce que les études de cas qui ont été réalisées à l'intérieur de ce projet ont permis d'aborder. Puis finalement, on va avoir une période de 20 minutes de questions et de discussion. Donc, encore une fois, le but principal du projet est d'évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques du Québec. Le mot valorisation ici est assez important dans le sens qu'il implique qu'on ait une instance qui rejette de la chaleur, mais aussi qu'on ait une instance qui a besoin de chaleur, qui va venir valoriser cette chaleur-là. Donc, on a besoin pas seulement de rejet thermique, mais on a besoin aussi de besoins. Et la première sous-question qu'il faut être en mesure de répondre, c'est en termes de quel rejet thermique est valorisable. Donc, pour répondre à ça, il faut quantifier la quantité de rejet thermique qui se retrouve à un endroit en termes de quantité énergétique, mais aussi en termes de qualité. Donc, plus la qualité est élevée, plus c'est facile de faire la valorisation de chaleur. Donc, quand on parle de qualité, on parle de température, mais aussi de constituant des effluents des rejets thermiques. Donc, est-ce que c'est liquide, gazeux? Est-ce que gazeux en termes de ce qu'est la composition du gaz, beaucoup de vapeur, etc. Comme je l'ai mentionné tantôt, la deuxième sous-question, étant donné qu'on a deux entités, rejet, besoin, il y a toute une question d'emplacement et la proximité entre les besoins et les rejets thermiques, que ce soit au niveau du territoire, ville, quartier. Donc, ça, c'est une des sous-questions aussi qu'il faut être en mesure de répondre. Et la troisième question, c'est plus en termes de faisabilité technique et économique, en plus d'essayer d'évaluer l'impact environnemental qu'aurait la valorisation des rejets thermiques. Donc, ces trois sous-questions-là, c'est les sous-questions que notre projet a été en mesure de répondre pour évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques. Donc, les objectifs un peu plus spécifiquement qu'on nous avait donnés étaient le premier, de cartographier les sources de rejet et de besoins thermiques, et aussi de produire une carte du potentiel lui-même, donc pour essayer de visualiser ça un peu mieux. Puis finalement aussi, c'est de réaliser une évaluation des impacts environnementaux et des synergies thermiques pour 5 études de cas. Les études de cas qui sont un peu plus appliquées à des cas réels, comme je vais vous le présenter un peu plus tard. En termes de livrables, on a livré un rapport, mais aussi une base de données géoréférencée évolutive. Le mot évolutive ici s'entend que les bases de données qu'on a générées et qu'on a fournies ne sont pas finales. Ces dernières sont appelées à évoluer et à être bonifiées avec le temps. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus au niveau de l'évaluation des rejets thermiques qu'on a été en mesure de faire. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on parle de quantité de chaleur, de qualité, excusez, donc en termes de température et de constituant du rejet, mais aussi en termes de quantité. Puis ici, nous, on s'est attardé à des gigajoules par année comme unité de quantité énergétique.
On a pris et comme je l'ai mentionné aussi en début de présentation, on a eu une approche un peu plus par établissement. Donc, on a fait un recensement d'établissements selon certaines catégories pour être en mesure d'estimer les rejets thermiques de ces établissements-là. Les 5 catégories qu'on a été en mesure, qu'on a utilisées pour faire notre recensement sont les catégories industrielles, les centrales de cogénération, les centres de données, les réseaux électriques autonomes, puis les stations d'épuration des eaux. Donc, au total, on a estimé que les établissements qui ont été recensés dans ces 5 catégories-là rejettent par année 204 pétajoules de rejets thermiques. La plus grande catégorie sont le secteur industriel, où est-ce qu'on a recensé 71 établissements. En tant que tel, on a été en mesure d'estimer les rejets thermiques de 71 établissements parmi ceux qui ont été recensés, ce qui équivaut à un total de 171 pétajoules par année de rejets thermiques. Par exemple, ici, les centres de données, qui sont un domaine en pleine effervescence, puisqu'il y a de plus en plus de centres de données qui viennent s'installer au Québec. On a été parmi tous les centres de données on a été en mesure de recenser, on a seulement 22 centres de données où est-ce qu'on a été en mesure de faire une estimation des rejets thermiques. Étant donné qu'il nous faut une certaine information sur chacun des établissements en termes de production ou de capacité de calcul, par exemple, pour les centres de données. Donc, on avait assez d'informations sur 22 centres de données, mais on sait très bien qu'il y a plus que 22 centres de données au Québec. Mais c'est le nombre de centres de données sur lesquels on a réussi à faire une estimation des rejets thermiques. Donc, un peu plus tard, dans les prochaines diapositives, je vais vous exposer la méthodologie puis les résultats un peu plus détaillés pour la catégorie du secteur industriel, étant donné que c'est le secteur où on a recensé la plus grande quantité de rejets de chaleur. Puis, donc, l'idée là-dedans, lorsqu'on fait une approche par établissement, donc il faut des indicateurs, des informations par établissement industriel. Puis pour être en mesure de faire une estimation des rejets thermiques, il nous faut une estimation de leur production annuelle, mais aussi il faut avoir une certaine connaissance sur les procédés utilisés à l'intérieur même de ces établissements-là. Donc, la première étape, ça a été de trouver un indicateur de consommation énergétique, si on veut, pour savoir à quel point chacun des établissements ont l'intensité de leur production. Et on s'est tourné vers le registre canadien des émissions de gaz à effet de serre, donc où est-ce qu'on avait de l'information par établissement industriel. Puis, avec des données publiées par Statistique Canada, on a été en mesure de convertir ces émissions de tonnes de CO2 équivalents-là en estimation de consommation énergétique. Donc, une fois qu'on avait une estimation de consommation énergétique par établissement, il fallait convertir cette donnée-là en rejet thermique. Et l'idée ici, on a utilisé une étude qui a fait des bilans thermiques par procédé pour 19 classes industrielles, donc 19 catégories d'établissements industriels distincts. Puis pour chacune de ces catégories-là, avec ces bilans thermiques-là, on était en mesure de traduire cette estimation-là de consommation énergétique annuelle en rejet thermique annuel. Donc, et ces rejets thermiques-là se divisent en 5 catégories. Donc, on a les pertes par cheminée, qui sont des gaz de combustion, allant de 150 degrés Celsius à 800 degrés Celsius. On a aussi des pertes de vapeur. Donc, eux vont de 100 degrés Celsius à 257 degrés Celsius. On a aussi des gaz et vapeurs de procédé, mais on a aussi des effluents liquides à basse température allant de 29 degrés Celsius à 50 degrés Celsius et des effluents liquides à haute
à haute température allant de 50 à 122 degrés Celsius. Donc, en termes de résultats globaux, ici, vous avez un graphique pour les 19 classes qu'on a été en mesure de faire des estimations de rejet thermique dessus. Et puis, pour chacune de ces classes industrielles, on a la division des types de rejets thermiques que je viens de vous présenter. Donc, on peut voir que pour les 5 premières catégories, qui sont les productions primaires d'alumine et d'aluminium, raffinerie de pétrole, usines de papier, sidérurgie et usines de pâtes chimiques, ben, on retrouve que la majorité des rejets thermiques se retrouvent dans ces cinq catégories-là. Donc, un peu plus au niveau global, si on veut. À droite, vous avez une carte du Québec où est-ce qu'on a été en mesure de représenter l'intensité des rejets thermiques sur le Québec en tant que tel. Donc, plus c'est rouge, plus on a une quantité élevée de rejets thermiques, et plus on s'en va vers le jaune, plus la quantité diminue. Ici, à votre gauche, on a chacune des catégories d'établissements de rejets thermiques qui ont été étudiés avec chacun des rejets thermiques qui ont été estimés en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité et des constituants. Donc, par exemple, on peut regarder que les eaux grises, par exemple, on a estimé les rejets thermiques à 13,7 pétajoules par année, comme que je vous l'avais présenté, mais que ce sont principalement des effluents liquides à 15 degrés Celsius. Donc, un peu plus difficile à venir valoriser que les gaz chauds de cheminée qui, eux, sont de 150 à 800 degrés Celsius provenant des industries, qui, par ailleurs, est les plus grands émetteurs de rejets thermiques au Québec. Donc, pour ce qui est des besoins thermiques, donc maintenant, pour le même, les besoins thermiques, on a utilisé la même stratégie que pour les rejets thermiques. Donc, on a fait une approche par établissement. Donc, on a les types de besoins thermiques qu'on a pris en compte. Donc, on a pris les besoins thermiques des bâtiments, que ce soit du secteur résidentiel, commercial et institutionnel, qui, eux, ont été estimés à 352 pétajoules par année. On a aussi été en mesure d'estimer les besoins thermiques des serres agricoles, qui, eux, ont été estimés à 4,3 pétajoules par année. Et pour ce qui est des serres agricoles, on a fait un travail manuel pour les recenser et aussi estimer leur rejet thermique en fonction du type de la serre, mais aussi en termes de superficie. Pour estimer les besoins thermiques des bâtiments, les principaux défis étaient de savoir où sont les bâtiments, quelle est leur utilisation, parce qu'on sait très bien que une maison unifamiliale n'a pas les mêmes besoins thermiques qu'une piscine publique, par exemple, ou un gym. Puis, un autre type d'information qui est utile, c'est la superficie totale de chacun de ces bâtiments-là. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins thermiques ne sont pas nécessairement seulement liés aux besoins de chauffage des locaux, mais aussi en termes d'eau chaude. Donc, il faut savoir, pour chaque utilisation des bâtiments, ben, quel est leur besoin d'eau chaude, mais aussi de chauffage des locaux. Donc, Donc, on
au Québec, on n'a pas de base de données disponible où est-ce qu'on peut avoir tous les bâtiments sur le territoire québécois avec, avec toutes ces informations-là qu'on a besoin. Donc, il a fallu faire un croisement en différentes bases de données. Donc, la première qu'on a utilisée, c'est la base de données GeoIndex de l'Université Laval, qui nous permet d'avoir les informations en termes d'usage prédominant d'un bâtiment, de son nombre d'étages, puis et aussi un géoréférencement du bâtiment. L'information manquante ici, c'est la superficie elle-même d'un seul étage du bâtiment. Donc, l'idée ici, c'est que dans cette base de données-là, chaque bâtiment est représenté par un point où est-ce qu'on a certains attributs qui est attribué à ce point-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé ces informations-là avec une base de données qui a été générée par Microsoft et qui a été générée avec les Canadian Building Footprints. Et cette base de données-là représente des polygones qui, eux, représentent des bâtiments vus de haut. Donc, vraiment la projection de chacun des bâtiments au sol. Puis, en croisant ces polygones-là qu'on voit ici, on est en mesure chacun des polygones nous donne la superficie d'un seul étage du bâtiment. Donc, en croisant ces polygones-là avec les points géoréférencés et les informations qu'on a à l'intérieur de la plateforme GeoIndex de l'Université Laval, on est en mesure d'avoir toutes les informations qu'on a en termes qu'on a besoin, en termes d'usage prédominant, nombre d'étages, mais aussi de superficie totale de plancher. Ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, il nous faut les besoins de chauffage par type d'usage. Donc, on a utilisé les informations publiées par Ressources naturelles Canada, qui est la base de données complète sur la consommation d'énergie, qui nous donne des besoins par type d'usage, par gigajoule par mètre carré pour le chauffage, mais aussi pour l'eau chaude de bâtiment. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on est en mesure de faire une estimation des besoins thermiques du parc du bâti québécois. Donc, on a des informations par établissement. Donc, pour chacun des polygones, on est en mesure de faire une estimation des besoins thermiques, que ce soit en termes d'eau chaude, mais aussi de chauffage des locaux. Ce qui est important de mentionner ici, c'est en termes de temporalité. Donc, les besoins de l'eau chaude domestique a été approximé avec un profil annuel constant au courant de l'année. Et les besoins de chauffage pour les locaux, eux, ont été estimés sur une base mensuelle en fonction des degrés jour. Donc, l'idée, c'est plus il fait froid, plus les besoins thermiques des bâtiments pour les chauffages des locaux augmentent et plus il fait chaud, moins ces besoins thermiques-là diminuent. Et plus ces besoins thermiques-là diminuent. Donc, pour vous donner un exemple du type de résultat qu'on a réussi à avoir. Donc, ici, vous avez une carte du centre-ville de Montréal où est-ce que chaque polygone représente un bâtiment. On peut remarquer aussi, par exemple, que les polygones gris pâles ici, c'est des bâtiments qu'il n'y avait pas dans les bases de données. Et donc, on n'a pas pu faire l'estimation des besoins thermiques pour ces bâtiments-là. Et chaque polygone a été coloré en fonction de son utilisation, de son usage principal, que ce soit résidentiel, commerce de détail, commerce de gros, bureau, hébergement et restauration, arts et spectacles et loisirs, industriel, éducation et réseau de la santé. Donc, pour chacun de ces usages principaux-là, on a des données de consommation, de besoins thermiques pour l'eau chaude résidentielle, mais aussi en termes de chauffage des locaux, qu'on a été en mesure d'appliquer à chacun des bâtiments. Donc, si on regarde un peu plus au niveau global sur le territoire québécois, ici, on peut voir vraiment l'intensité des besoins thermiques de tous les bâtiments
sur le territoire québécois, ou est-ce qu'encore une fois, la gradation de couleurs représente, plus c'est rouge, plus on a des forts besoins de chaleur, et plus on tombe dans le jaune, plus la concentration des besoins de chaleur est petite. Bon, on s'attendait très bien à ce que les grandes villes, on ait une très forte concentration de besoins thermiques et donc ils sont un peu plus rouge foncé sur la carte. Donc, maintenant qu'on a évalué les rejets thermiques, mais aussi les besoins thermiques, l'idée dans tout ça, c'est d'évaluer le potentiel de valorisation des rejets thermiques. Puis, comme je l'ai mentionné au début, ben, lorsqu'on veut valoriser des rejets thermiques, ben, ça nous prend un émetteur, mais aussi un récepteur. Et donc, pour évaluer le potentiel de valorisation en tant que tel, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment un croisement entre les rejets et les besoins et en utilisant une analyse spatiale. Donc, toutes ces informations-là qu'on a générées précédemment ont toutes un attribut qui est latitude-longitude, qui permet de les placer sur une carte du Québec. Et puis, l'idée là-dedans, c'est de faire une analyse spatiale pour savoir, en termes de proximité, les rejets et les besoins thermiques, s'ils sont en mesure d'être, c'est une adéquation entre les rejets et les besoins thermiques, par exemple. Puis, en termes de potentiel de valorisation des rejets thermiques, notre équipe a été en mesure de propose deux définitions, si on veut. Donc, la première définition, on parle de potentiel de valorisation actuelle, où est-ce qu'on représente la quantité d'énergie qui pourrait transiter, qui peut transiter entre un émetteur et un récepteur dans une zone géographique. Donc, ici, on parle de potentiel de valorisation actuelle, où est-ce que actuellement, à l'intérieur d'une certaine zone, quels sont les rejets thermiques, quels sont les besoins thermiques, puis dans cette même zone-là, ce qu'on cherche à savoir, c'est si tous les rejets thermiques étaient en mesure, si tous les points de rejet thermique et les besoins thermiques étaient en mesure d'être reliés avec un réseau de chaleur, par exemple, ben, quelle quantité d'énergie pourrait transiter à l'intérieur de ce réseau de chaleur-là va définir le potentiel de valorisation actuel. Une autre manière de voir le potentiel de valorisation des rejets thermiques, on parle de potentiel de valorisation future. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on recherche à faire, est-ce qu'on recherche à seulement évaluer les rejets thermiques pour savoir quel type d'établissement pour être en mesure d'évaluer la possibilité ou l'implantation d'établissements qui auraient des besoins thermiques et donc qui seraient en mesure de valoriser les rejets thermiques qui sont déjà émis à un certain endroit, mais aussi, de l'autre côté, si on cherche des endroits où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de besoins thermiques et qu'on cherche à implanter un établissement qui, lui, rejette énormément de chaleur, par exemple, un bâtiment industriel, par exemple, ou juste un centre de données, bien, on pourrait regarder, voir où est-ce que sur le Québec, on a seulement des besoins thermiques qui pourraient être accordés à des rejets thermiques. Donc là, on parle en termes de futur, où est-ce que où est-ce qu'on essaie de développer certains projets futurs, où est-ce qu'on pourrait implanter soit des établissements qui rejettent ou des établissements qui ont besoin de la chaleur. On pourrait aussi regarder en termes de différence entre les rejets et les besoins thermiques à l'intérieur d'une certaine zone pour savoir, par exemple, si on a un surplus de rejets thermiques, est-ce que on sera en mesure d'implanter un établissement, par exemple une serre qui sera en mesure de valoriser le surplus de rejets thermiques, ou au contraire, si dans une certaine zone, on a un surplus de besoins thermiques, est-ce que ça serait intéressant d'implanter un établissement qui, lui, rejette
des effluents thermiques pour être en mesure de venir combler ces besoins thermiques-là. Donc, pour faire l'évaluation de ces deux types de potentiels-là, on a quadrillé le Québec au complet avec un maillage de 50 mètres par 250 mètres. Puis pour chacun de ces maillages-là, on a étudié les rejets thermiques et les besoins thermiques qui tombaient à l'intérieur d'une zone circulaire de 2 km de rayon. Et ici, en faisant ça, on fait l'hypothèse que chacun des rejets thermiques et des besoins thermiques qui se retrouvent à l'intérieur de ce rayon d'action-là, si on veut, sera en mesure d'être connecté. Donc, un rejet thermique complètement au coin gauche ici sera en mesure d'acheminer ces effluents à un besoin thermique qui serait situé complètement à droite ici. Puis c'est ça. Donc, cette analyse-là, elle a été réalisée sur le Québec en entier à chacun de ces mailles-là ici. Donc, on avait notre réseau d'action ici qui représenterait, par exemple, un rayon d'action d'un réseau de chaleur, puis on le déplace de maillage en maillage et on refait l'analyse à chacun des maillages. Donc maintenant, si on regarde un peu plus au niveau du potentiel actuel, au niveau rejet-besoin, donc on a pris exactement les rejets thermiques qu'on a été en mesure de recenser sur le territoire québécois et les besoins thermiques qu'on a recensés. Puis, en utilisant cette technique de balayage-là, on a été en mesure de calculer le potentiel de valorisation actuel, qui est la quantité énergétique qui serait en mesure de transiter à l'intérieur d'un réseau de chaleur. Puis, donc, ici, sur la carte à droite, on a les 10 emplacements au Québec où est-ce que le potentiel de valorisation actuel est le plus élevé. Puis sur le graphique à gauche, donc vous avez chacun de ces 10 emplacements-là avec la quantité totale de pétajoules par année qui sera en mesure de transiter à l'intérieur de ce réseau de chaleur-là. Donc, on parle, par exemple, Gatineau, dans le quartier de Hull, qu'on aurait un potentiel de 1,8 pétajoules par année. Donc, pour vous donner, pour vous mettre un peu plus en contexte, à Gatineau, donc, ici, on a la carte de Gatineau, secteur Hull, où est-ce qu'on a un rejet thermique qui, lui, c'est l'usine des produits Kruger. Et ici, ce que vous voyez, ce serait le potentiel, le fameux rayon d'action de potentiel réseau de chaleur qui sera en mesure de connecter les rejets thermiques de cet établissement-là, de produits Kruger, aux besoins thermiques des bâtiments ici. On sait très bien que techniquement, ce n'est pas nécessairement faisable de faire ça avec tous les bâtiments qui se retrouvent à l'intérieur de cette zone-là, mais c'est un exemple d'utilisation des bases de données qu'on a été en mesure de générer. Puis ici, il faut faire attention, il y a déjà un projet actuel qui est le projet Zibi, qui va réutiliser les rejets de chaleur de produits Kruger, mais ce projet-là ne se retrouve pas sur la carte ici. C'est un nouveau quartier résidentiel qui va être construit. Et donc, c'est par pure coïncidence que Gatineau ici a le meilleur potentiel de valorisation actuelle selon les données qu'on a eues. Donc, pour illustrer très, très, très rapidement, donc ici, on a la quantité en orange, la quantité de rejets thermiques en fonction des mois de l'année. Et en bleu, on a la quantité des besoins thermiques en fonction des mois de l'année pour tous les bâtiments qui se retrouvaient dans la zone que je vous ai présentée. Et donc, le potentiel actuel, c'est la somme des minimums entre le rejet et les besoins thermiques qui se retrouvent dans ce graphique-là. Donc, par exemple, en janvier, on aurait un potentiel de valorisation thermique de un tout petit peu plus que 0,2 pétajoules. Et en juillet, on se retrouverait avec un tout petit peu plus que 0,01 pétajoules, par exemple. Donc, le potentiel annuel serait la somme de tous ces minimums-là ici.
D'autres exemples qu'on pourrait, d'exemples de recherche ou d'exemples d'application des bases de données qu'on a été en mesure de générer. Par exemple, on sera en mesure de faire une recherche par type de rejet thermique. Est-ce qu'on est intéressé seulement par des rejets thermiques à une certaine température en montant, donc par exemple 50 degrés Celsius en montant, ou est-ce qu'on est seulement intéressé par des rejets thermiques de type liquide? Et ça, c'est le genre de recherche qu'on sera en mesure de faire. On pourrait aussi croiser ces données géoréférencées-là avec d'autres types de données géoréférencées, par exemple le zonage, mais aussi en termes, par exemple, de plan d'eau. Parce qu'on s'entend, passer un tuyau de bord en bord du fleuve Saint-Laurent n'est peut-être pas nécessairement faisable techniquement pour faire de la valorisation de chaleur. Mais il y a une infinité d'autres possibilités qui peuvent être faites en termes de recherche et de croisement avec des données géoréférencées, dépendamment des analyses qu'on veut effectuer. Donc, rapidement, pour ce qui est des études de cas, donc il y a eu 5 études de cas qui ont été réalisées. Donc, chacune des études de cas, on a utilisé des informations qui ont été très gentiment partagées par des établissements industriels. Donc, c'est des données réelles. Et chacune des études de cas regardait au niveau de la conception technique, donc la conception des procédés de valorisation des rejets thermiques en termes de faisabilité, mais aussi en termes d'aspect économique, donc en termes de coût d'investissement, mais aussi de solde d'exploitation. Et encore une fois, pour chacun de ces études de cas-là, une analyse de cycle de vie pour déterminer les émissions de GES évitées a été réalisée pour étudier l'aspect environnemental. Donc, bon, en termes de limites, si on veut, de l'étude et des perspectives, c'est certain qu'en termes de temporalité, on a simplifié la temporalité des rejets thermiques qui, eux, sont estimés constants durant l'année au complet, mais aussi, donc oui, c'est ça, mais aussi en termes d'uniformité des procédés industriels pour chaque type d'industrie. Donc, par exemple, on sait très bien que chaque usine est unique en soi, même si 2 usines de pâte et papier, donc 2 usines de pâte et papier auront des procédés relativement différents, mais nos hypothèses font que chaque usine de pâte et papier ont les mêmes procédés. Donc, il y aurait un certain raffinage qui pourrait être fait de ce côté-là. Et en termes de perspectives futures, ben, les bases de données ont été réalisées pour qu'elles soient évolutives, donc pour qu'elles soient bonifiées avec le temps. Il y a une certaine calibration, validation des estimations de rejet thermique qui a été réalisée, qui pourrait être fait avec des données qui vont être divulguées dans un futur prochain. Puis, ben oui, c'est ça. Donc, aussi une amélioration des sources et des données et des hypothèses. Puis, pour finir, bon, donc, en résumé, on était en mesure de générer 3 bases de données géoréférencées évolutives. La première consiste en les rejets thermiques, la deuxième, les besoins thermiques, et la troisième, qui est un indice du potentiel de valorisation qui, lui, des rejets thermiques en faisant un croisement entre les rejets et les besoins sur un maillage de 250 mètres. Donc, ces bases de données-là, grosso modo, permettent de répondre à plusieurs questions, par exemple, sur l'état actuel des choses, mais aussi sur les directions à prendre. Donc, où attirer certaines sources de rejet ou des grands consommateurs de chaleur. Bien, en utilisant ces bases de données-là, on est en mesure de répondre à ces questions-là, ou du moins nous diriger vers certains secteurs ou territoires québécois. Donc, merci de votre attention. Donc, c'est tout pour la présentation. Si vous avez des questions, je crois que M. Pinault va prendre les questions puis nous les poser par après. Là.
Merci beaucoup Bruno. Merci, c'était vraiment une présentation super intéressante. Félicitations pour ce projet-là qui a suscité pas mal d'actions là du côté du chat et des questions et réponses. Michael a répondu à beaucoup de questions là-dessus. Je vais quand même commencer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la section questions et réponses. Je vais reprendre une question de Philippe Rafals qui est assez intéressante parce qu'il fait le constat que vous avez cherché à valoriser les rejets thermiques sous forme de chaleur, mais il demande si vous avez essayé de quantifier ce qui pourrait être valorisé sous d'autres formes. Et Philippe Rafals a évidemment un certain intérêt parce que sa compagnie valorise des rejets thermiques sous forme d'électricité. Et donc, est-ce que vous avez vu d'autres formes de valorisation à part la chaleur dans votre potentiel? Ah oui, en termes de... Vas-y, Bruno, vas-y. Ah en tant que tel, nous, on a seulement regardé du côté des émetteurs. Donc, on a recensé les émetteurs de chaleur, mais après ça, qu'est-ce qui est fait avec cette chaleur-là? On n'a pas regardé de ce côté-là. Autant que cette chaleur-là pourrait être utilisée pour chauffer des bâtiments ou générer de l'électricité, ça, on a seulement regardé du côté au niveau de la chaleur, mais on n'a pas regardé du côté de l'électricité, par exemple. Michael, pour compléter, peut-être, ce que je dirais, c'est donc ce que nous, on a évalué comme un potentiel de valorisation, c'est un potentiel de transfert de chaleur. Qu'est-ce qu'on fait avec la chaleur? Après, ça, c'est une question au cas par cas. Et c'est lié à une autre question qui demandait si on avait pris en compte l'énergie électrique nécessaire pour la valoriser. Donc, la réponse courte, c'est non, puisque, de nouveau, on a regardé quelle chaleur est valorisable, mais pas comment on la valoriserait. Donc, c'est sûr que si on a une source de rejet à 20 degrés ou à 30 degrés, qu'on veut chauffer des bâtiments, il va falloir une pompe à chaleur. Donc, oui, on va récupérer la chaleur, mais on va devoir fournir de l'énergie aussi pour pouvoir chauffer le bâtiment. Donc ce serait une combinaison des deux qui permettra de chauffer le bâtiment. Mais ça, ce n'est pas quantifié dans le potentiel de valorisation. Il y a un élément de réponse, par contre, pour ce qui est valorisable et comment, dans les différents types de rejets, puisque les rejets sont quantifiés pas seulement au total, en gigajoules, mais aussi en type et en niveau de température. Donc, par exemple, Bruno a montré que je pense une des sources principales de rejet, c'était des gaz à haute température entre 150 et 200 degrés, si je me souviens bien. Donc ça pourrait, par exemple, chauffer des bâtiments directement. Pour ce qui est de transformer ça en électricité, les cycles, je ne sais plus si on y faisait référence explicitement, mais les cycles de Rankine, par exemple, organiques, etc., n'importe quelle conversion en fait, de chaleur en électricité, ça marche mieux si c'est à haute température. Mais on est en termes de production d'électricité dans des basses températures. Une centrale au charbon, par exemple, ça monte à 600-700 degrés Celsius. Donc, ici, on est beaucoup plus bas. Donc, on aura de toute façon des rendements assez faibles de conversion. Mais oui, c'est possible et c'est d'autant plus possible avec certains types de rejets qui sont les plus chauds. Donc, c'est en partie quantifié dans la base de données puisqu'elle différencie entre les différents types de rejets, le fluide qui est disponible, si c'est un gaz ou un liquide, et la température. Donc, ça, c'est un élément de réponse. J'ajouterais que dans les études de cas, la consommation d'électricité puis toutes les dépenses énergétiques nécessaires à la valorisation des rejets thermiques a été quantifiée et puis étudiée d'un point de vue d'analyse de cycle de vie et de production de GES. Donc, on n'a pas rentré beaucoup dans le détail des études de cas. Je vous invite à aller sur notre site, consulter l'étude. Il y a 5 études de cas là, qui sont analysées, puis dans les études de cas, il y a vraiment eu une évaluation de quelle technologie était utilisée pour, est-ce qu'il y avait du thermopompage, quelle énergie qui était utilisée pour le pompage aussi des fluides, etc. Donc, tout est là dans les études de cas. Une question de Alain Rajotte. Est-ce que l'évaluation des besoins inclut les projets anticipés, par exemple l'expansion du secteur séricole? Oui, dans les besoins, en tant que tel, non. Donc, on n'a pas pris en considération les futurs projets d'expansion, par exemple. Donc, on a fait un recensement actuellement, les serres, leur superficie, etc. Puis, c'est sur ça qu'on s'est basé. L'intérêt justement de la base de données, c'est que l'intérêt de la base de données, c'est qu'elle est là justement pour être consultée
par exemple, un sériculteur qui veut s'installer, il cherche un rejet thermique, bon, il va consulter la base de données et puis il voit que il y a un rejet thermique à cet endroit-là, il y a une terre agricole à proximité, fait qu'il peut s'installer et récupérer les rejets thermiques d'un même sens, un centre de données qui désire s'installer ou n'importe quelle usine exothermique qui désire s'installer et valoriser ces rejets thermiques pourrait choisir de s'installer à proximité de serres ou d'autres grands bâtiments qui auraient des besoins thermiques importants. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Il y a vraiment trois niveaux à l'information. Il y a les rejets thermiques, les besoins thermiques et le match des deux. Mais le match des deux, c'est juste la cerise sur le sundae. Là, ça va être effectivement beaucoup plus fréquent que des projets vont se construire autour d'un rejet thermique ou de besoins thermiques. Il y a une question d'Hélène Brière. Est-ce que donc tu as mentionné, Stéphane, que la base de données est disponible. Où est-elle disponible? Et une question complémentaire de Hélène Côté. Comment est-ce que va être gérée l'évolution de la mise à jour de la base de données? Est-ce que c'est déjà prévu tout ça? Bon, donc l'étude est déjà sur notre site web. On travaille actuellement à rendre la base de données conviviale, donc pour un usage convivial sur notre site web. Donc, on va pouvoir faire les mêmes analyses que les chercheurs ont faites, à savoir chercher les rejets thermiques, chercher les besoins thermiques et éventuellement créer des cercles pour trouver des matchs entre les deux. Donc, c'est pour bientôt, mais je n'ai pas de date à vous annoncer encore. Je vais sûrement l'annoncer lorsque ça va arriver. Là, je publie beaucoup. Ceux qui me suivent sur LinkedIn, ils pourraient avoir l'information. Sinon, on essaiera de le publier comme il se doit. Là. Mais ouais, voilà. Une question de Bruno Gagnon. Est-ce que les systèmes d'énergie communautaire, District Energy, sont nécessaires pour valoriser les rejets dans un contexte urbain? Et si oui, comment est-ce complémentaire avec une stratégie d'électrification du chauffage des bâtiments? Ben, c'est sûr que c'est très avantageux d'avoir des réseaux de chauffage urbain pour valoriser les rejets thermiques dans un contexte d'électrification, parce que ça va surseoir à l'électrification finalement. Si on utilise des rejets thermiques, c'est beaucoup mieux d'utiliser des rejets thermiques, donc de l'énergie qui est déjà produite, que d'utiliser de l'électricité pour compenser des besoins de chaleur. Les besoins thermiques de chauffage sont les plus compliqués à répondre par Hydro-Québec parce qu'ils sont vraiment en pic. Donc, par exemple, il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser l'électricité pour un centre de données, puis de récupérer la chaleur du centre de données pour chauffer des bâtiments via un réseau de chaleur urbain que de créer un réseau de chaleur urbain avec de l'électricité. Bon, ce n'est pas toujours possible, mais disons que c'est un élément complémentaire intéressant. Je pense que oui, il y a peut-être aussi une distinction entre réseau de chaleur et puis couplage 1 à 1, mais si on parle de chauffer une grande quantité de bâtiments, je pense que les réseaux urbains, donc qui relient plusieurs sources avec plusieurs consommateurs, si on veut, ont un grand potentiel. Et comme le disait Stéphane, en fait, pour chauffer un bâtiment électriquement, soit on le fait de manière stupide avec des plaintes électriques, mais là, on va avoir des pointes énormes sur le réseau, ou on le fait avec des pompes à chaleur qui ont une très bonne efficacité, mais les pompes à chaleur, il leur faut une source. Alors, si ce n'est pas de la géothermie qui coûte cher en investissement, ou de l'aérothermie qui marche moins bien quand il fait très froid, ben justement, la source idéale de chaleur pour une pompe à chaleur, ce serait des rejets de chaleur et le partage de chaleur, si on veut, entre les bâtiments. Donc là, il y a un gros avantage. Un autre avantage, c'est que tous les problèmes de pointe, finalement, comment on peut gérer ça? C'est avec du stockage et en gérant le stockage de façon intelligente. Le stockage, il y en a dans les bâtiments eux-mêmes parce qu'on peut jouer sur les consignes, mais sinon, on peut en mettre au point de vue centralisé, donc des grandes cuves de stockage. C'est plus facile à justifier un investissement comme ça et à les gérer au niveau d'un réseau qu'au niveau de chaque bâtiment, en fait. Donc, il y a un avantage dans la gestion de pointe d'avoir des infrastructures communes. C'est aussi un avantage pour la résilience. C'est un peu à côté de la question, là, mais je veux dire, on peut mieux garantir la résilience quand on a des infrastructures communes, en fait. Par rapport à ces projets, là, une question de Alexandra Beaulieu. Est-ce qu'il y a une analyse des projets de valorisation selon le coût d'installation avec un haut potentiel, faible coût? Est-ce qu'il y a déjà eu une classification sur… Il y a 5 études de cas qui ont été faites, donc qui sont disponibles dans l'étude. C'est juste
des cas très particuliers, mais les projets de valorisation de rejets thermiques sont toujours très différents les uns des autres parce que on est dans un endroit particulier, les distances sont différentes, le rejet de chaleur est différent, le receveur est différent, donc c'est difficile de tirer des généralités, mais les études de cas, on essaie de les faire assez variées pour donner une idée de la rentabilité avec et sans subvention. Autre question de Suzanne Méthode. L'étude se base sur des rejets des établissements industriels, mais qu'en serait-il du potentiel de valorisation des rejets thermiques générés par le métro de Montréal? Ne pourrait-il pas, par exemple, être valorisé pour le chauffage de bâtiments au centre-ville? Ben, je pense que oui. C'est sûr que ce n'est pas une source de rejet thermique ponctuelle importante, mais c'est une source de rejet thermique importante. Donc, en fait, ça pourrait être considéré comme un réseau de chaleur urbain en lui-même parce qu'il couvre une grande partie du territoire, puis on pourrait faire de la récupération de chaleur un peu partout sur son territoire, mais à petite dose parce que c'est de la chaleur basse température et puis c'est de la chaleur c'est gazeux, donc de l'air. C'est beaucoup plus difficile d'aller capter beaucoup de chaleur dans l'air ambiant d'une station de métro ou d'un tunnel que dans un effluent liquide. Donc oui, c'est envisageable, mais je ne pense pas que c'était nécessaire de le mettre là, dans l'étude. On ne l'a pas mis dans l'étude, mais ce serait possible de faire des petits projets, plusieurs petits projets un peu partout sur le territoire là, pour chauffer des bâtiments commerciaux ou institutionnels là, de moyenne taille ou de grande taille en partie. Une autre source de chaleur que Cécile Michou suggère, c'est celle de l'énergie, la chaleur des métaux qui sont refroidis. Donc le métal en fusion qui est refroidi sans que sa chaleur soit récupérée. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être étudié? Ben, C'est ça, déjà. j'allais, ben, si tu veux y aller, Stéphane, tu peux y aller. Non, vas-y. OK. Ben, en gros, ben, c'est déjà pris en compte à l'intérieur des procédés qui ont été étudiés, qui ont été pris en compte en termes de rejet thermique. Si je vais derrière, par exemple, rapidement, c'est des gaz de procédés qui se retrouvent. Donc, c'est gaz et vapeur de procédés là, ici, là, qui, eux, ce seraient des gaz qui sont réchauffés par exemple, du métal en fusion, par exemple, qui se refroidit. Il y a un projet de valorisation de rejet thermique au Saguenay, de Elkem Metal vers l'Alcan et vers Serre-Sagami. Donc, il y a déjà un projet en cours là, au Saguenay à cet effet-là. Il y a Maryse Brosseau qui avait posé une question il y a une dizaine de minutes. Avez-vous constaté un lien possible entre les réseaux autonomes et les industries du Nord? Ainsi, les rejets thermiques pourraient alimenter les réseaux autonomes dans le Nord? Mais en fait, c'est lié à ce qu'on discutait avant sur la façon de valoriser. Donc, oui, en théorie, on peut faire de l'électricité avec de la chaleur, mais si on utilise de la chaleur à basse température, les rendements sont assez faibles. Donc, on revient au même problème. Faire de l'électricité à partir de la chaleur, ce n'est pas facile. L'inverse, c'est beaucoup plus facile. Mais peut-être aussi, moi j'avais l'impression que beaucoup des rejets thermiques dans le Nord étaient issus de la production d'électricité. Oui, donc, ce n'est pas tant les industries qui produisent des rejets thermiques que la production d'électricité qui produit des rejets thermiques. Effectivement. Question de Robert Schulz. À l'intérieur des rayons de 2 km, j'ai noté qu'il y avait un potentiel maximum de valorisation et de transfert de rejet d'environ 15 pétajoules, 4 TWh, ce qui est très faible. À quel coût estimez-vous la valorisation d'un pétajoule à l'intérieur d'un tel rayon d'action? Ben, encore une fois, c'est très différent. C'est pour ça que là, on a choisi 2 km dans cette étude-là, mais le but, c'est de fournir une base de données géoréférencée avec laquelle l'usager va pouvoir choisir son rayon puis choisir ses projets en fonction de ça. C'est sûr que c'est pas le même coût dans un secteur industriel ou agroalimentaire de passer 1 kilomètre de tuyaux que de passer 1 kilomètre ou 2 kilomètres de tuyaux dans un quartier dense comme Limoilou à Québec ou le plateau Montréal à Montréal.
Donc, encore une fois, c'est très différent d'un projet à l'autre. Puis, il y a peut-être une notion aussi, 4 TWh, c'est pas forcément petit, là, ça dépend comment on regarde ça, mais ça fait, si on convertit ça en logement équivalent, là, qui consomme à peu près 25 000, 30 000 kWh par logement, ça fait beaucoup de logements. Là. Si je ne me trompe pas dans mes zéros, là, ça fait plus que 100 000. Donc c'est pas si petit que ça, en fait, comme quantité. Il y a deux questions qui sont très proches de Frédéric René et Abdelaziz Amash qui demandent en fait si parmi les rejets que vous avez identifiés, est-ce qu'il n'y en a pas une partie qui pourrait être liée à des inefficacités de la part des industries qui géreraient peut-être pas optimalement leur propre processus ou même les propres rejets et qui ne pourraient pas les revaloriser à l'interne. Alors, est-ce qu'il y aurait pas y aurait pas une surestimation des rejets thermiques due au fait qu'il n'y a peut-être pas une optimisation à l'interne qui est faite de la part des émetteurs? C'est sûr que c'est toujours plus rentable de faire la valorisation de rejets thermiques à l'interne. Donc, il y a un travail qui doit être fait dans chaque industrie pour valoriser ces rejets thermiques à l'interne avant de penser le valoriser à l'externe. Par contre, dans les rejets industriels qui ont été présentés, il y a possiblement une quantité d'énergie supplémentaire là, inclus dans ça qui aurait pu être valorisé à l'interne, mais le rejet thermique étant tellement important, ça donne quand même une idée du potentiel. Lorsqu'on aura un registre obligatoire des rejets thermiques, là, chaque industrie pourra évaluer vraiment ses rejets thermiques résiduels et puis les déclarer, et puis là, on aura des chiffres réels. Pardon, je croyais que tu avais fini, Stéphane. Mais je voulais dire, ce ne serait pas dans ce cas-là une surestimation des rejets thermiques, c'est peut-être le fait que les industries rejettent trop. Mais, et ça, on sait bien qu'au Québec, l'énergie n'est pas chère, donc effectivement, il y a peut-être un potentiel de valorisation à l'intérieur des entreprises qui n'est pas complètement exploité parce que justement, ça ne rapporterait pas assez à court terme. Mais dans ce cas-là, la base de données ne surestime pas en quelque sorte, c'est peut-être les usines rejettent peut-être trop, pourraient rejeter moins, on va le formuler comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre heure de webinaire. Merci beaucoup Bruno Marcotte pour ta présentation. Merci Stéphane aussi pour tes commentaires et Michael Kumert, merci beaucoup aussi pour votre participation. Beaucoup de questions. On est arrivé presque à la fin des questions et beaucoup d'intérêt. Je suis sûr que votre rapport va être téléchargé et que les gens vont attendre avec impatience la base de données sur le site du MERN. Et venez nous voir à Québec Mini Énergie jeudi la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée et au revoir. À la prochaine. Merci. Au revoir.